rendez-vous avec l'histoire sur TV Liberté. C'est l'émission Passé-Présent de Philippe Conrad. Un programme en 3 parties, comme d'habitude. Oui, tout d'abord un anniversaire. Il y a 350 ans, au début du mois d'août, fut livrée la bataille de Saint-Gothard, dite aussi bataille du Raab, bien oubliée aujourd'hui, et qui marque l'un des premiers coups d'arrêt donnés à l'expansion ottomane en Europe centrale. Ensuite, dans la série des récits que nous propose notre amie Catherine, eh bien, elle reviendra sur un personnage d'exception, comme elle a l'habitude de le faire, à savoir un officier de la Légion étrangère, Henri Lobel, qui a été mêlé à tous les événements que nous connaissons bien, du putsch d'Algérie, de l'OAS. Elle nous rendra compte de ses aventures jusque dans la clandestinité. Et puis enfin, nous accueillerons tout à l'heure Jean-Pierre Thurberg, éditeur, et Philippe Delestre, dessinateur, qui nous présenteront un petit ouvrage qui est le récit de l'expérience de la guerre d'un jeune Alsacien en 1914-1918, donc édité par Jean-Pierre Thurberg et illustré par Philippe Delestre. Mais tout d'abord cet anniversaire. Il y a 350 ans, donc le 1er août 1664, se livrait sur les rives d'une petite rivière affluent du Danube, le Raab, la bataille que l'on désigne aussi sous le nom de bataille de Saint-Gothard, du nom de la localité voisine, bataille qui vit les impériaux, qui vit l'Autriche des Habsbourg infliger une défaite importante aux troupes ottomanes qui menaçaient Vienne. Est-ce que c'est pas un peu comme 732 Charles Martel, mais plus près de nous? Oui, on pourrait faire l'analogie effectivement avec la bataille de Poitiers ou avec la bataille de Las Navas de Tolosa en Espagne en 1212, qui assure le succès de la reconquête. C'est un rapprochement tout à fait justifié, si ce n'est que là les adversaires évidemment ce sont des Turcs qui sont devenus des ennemis de l'Europe à une époque plus récente. C'est au cours du XIe siècle que les Turcs seldjoukides issus des steppes de l'Asie centrale vont venir menacer l'Empire byzantin, un empire byzantin qui était en train de réaliser une reconquête spectaculaire lui aussi au détriment de l'islam, contre l'islam, notamment en Syrie. Cet effort a été de ce fait complètement arrêté, car les Seldjoukides sont devenus pour quelque temps la grande puissance du Proche-Orient. Ils vont bâtir en Asie mineure, au détriment des Byzantins, le sultanat de Roum, jusqu'à ce que de nouveaux venus viennent eux-mêmes les écarter du premier rang, les Mongols d'un côté, surgis de steppes encore plus lointaines, et puis les Mamelouks d'Égypte. Mais dans toute cette confusion des 13e, début du 14e siècle, il y a une nouvelle puissance qui va commencer à émerger, c'est la puissance ottomane. Il s'agit là d'un groupe turc issu de la tribu des Kayi, qui, derrière un chef de guerre hardi, Ertugrul, et son fils Osman, qui va donner son nom à la dynastie ottomane, vont commencer à se tailler un royaume en Asie mineure. Les choses sont en place dès le début du XIVe siècle. Ils vont disposer d'une monnaie vers 1328, je crois. En 1330, on voit se constituer la fameuse troupe des janissaires, c'est Yenicheri, ces nouvelles troupes qui sont formées d'enfants chrétiens convertis à l'islam et formés pour être au service exclusif du sultan, et qui vont devenir un corps d'élite tout à fait redoutable et accompagner toutes les conquêtes ottomanes. Les Ottomans vont s'imposer en Asie mineure, s'emparer de Brousse, s'emparer de Nicée, donc arriver quasiment sur les côtes qui font face à l'Europe. Et
ils vont même franchir les eaux de la mer Égée pour débarquer dans la presqu'île de Gallipoli en 1354. Déjà et donc, voilà, ils vont prendre pied ainsi en Europe. Et dès 1362, l'émir des Ottomans, Mourad Ier, va prendre même le titre de sultan. Et c'est à cette date également qu'il installe sa capitale en Europe également, à Andrinople, devenue Edirne pour les Turcs. Ce n'est qu'un début. L'ensemble de la péninsule balkanique va être très vite menacé. Salonique, Sofia vont tomber ensuite. Et puis surtout, il y a cet épisode bien connu. En 1389, c'est l'épisode de la bataille de Kosovo, le Champ des Merles, qui voit la fin du royaume serbe du roi Lazare et qui marque une victoire majeure pour les conquérants ottomans. À cette époque, ils vont faire une première tentative contre Constantinople. Ce sera un échec car les murailles de la cité impériale byzantine vont résister, mais ce qui reste de l'Empire byzantin paraît très menacé. Il y a un sursis quand même, c'est l'irruption depuis la Haute-Asie, depuis l'Asie centrale plus précisément, des hordes turco-mongoles de Tamerlan. En 1402, le sultan ottoman, Bayezid Yildirim, Bajazet l'Éclair, qui a écrasé les chevaliers européens quelques années plus tôt à Nicopolis, eh bien, il est complètement battu à la bataille d'Angora, l'ancienne Ancyre, l'actuelle Ankara. Bayezid est même emmené prisonnier, il mourra en captivité. Apparemment, la menace ottomane semble conjurée. Mais très vite, la puissance ottomane va prendre le dessus sous la direction de Mehmet Ier. À partir de 1413, elle redevient tout à fait redoutable. En 1422, il y a un nouveau siège de Constantinople qui est de nouveau un échec, mais qui montre bien que la menace est toujours présente. Et quand la troisième fois, ça sera la bonne. La troisième fois sera la bonne. Oui. Quand une croisade réunissant des Hongrois, des Serbes s'organise, eh bien, elle est vaincue à Varna en 1444. Les Ottomans s'installent donc de manière de plus en plus solide dans les Balkans, même s'ils doivent compter pendant quelque temps avec les révoltes de l'Albanais Skanderbeg. Et puis, ce qui devait arriver arrive. Le 29 mai 1453, les troupes de Mehmet II Al-Fatih, Mohamed II le Conquérant, vont réussir à s'emparer de Constantinople. C'est la fin de l'Empire byzantin qui avait survécu à peu près un millénaire à l'Empire romain d'Occident. On pouvait penser à ce moment-là que leurs ambitions étaient comblées et que ça allait s'arrêter là. Non. Eh ben non. non. Eh ben non. Non, parce que l'Empire ottoman est dans cette logique de la conquête musulmane qui porte la guerre dans le Dar el-Harb, le territoire de la guerre, en dehors donc du territoire du Dar el-Islam, le territoire de la paix qui est sous l'autorité du sultan. Juste un mot, ça veut dire que les musulmans sont tranquilles sur leur champ carré, il n'y a pas la guerre, voilà. Mais que pour les infidèles, on peut tout ravager, là c'est bon. L'état de guerre et l'état normal. L'état normal. Et l'état normal. Bien. Et donc, après cette prise de Constantinople, on peut penser que l'Europe va se trouver de nouveau tout à fait menacée. Elle va connaître un relatif répit avec le sultan Selim Ier le Terrible, Selim Yavuz, qui va donner la priorité au Proche-Orient. En effet, dans les premières années du XVIe siècle, les Turcs ottomans vont d'abord tenir à distance les Perses séfévides après leur grande victoire de Chaldiran de 1514, et puis ensuite ils vont s'emparer de la Syrie, ils vont s'emparer de l'Égypte, vaincre les Mamelouks, s'imposer même comme protecteur des lieux saints, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, le sultan ottoman va aussi devenir le calife, c'est-à-dire le commandeur des croyants, le chef à la fois politique, militaire et religieux de l'islam sunnite. Et cette situation nouvelle, elle est confirmée avec le successeur de Selim, Soliman, Soliman que les Turcs appellent Soliman le législateur, que nous appelons nous Soliman le magnifique, qui va régner pendant une durée considérable, 46 ans, de 1520 à
1566, au cours d'une période qui voit véritablement l'apogée de l'Empire ottoman. En effet, les Turcs vont devenir de plus en plus menaçants à partir de ce moment pour l'Europe, en prenant comme cible notamment la Hongrie, à partir des Balkans, à partir du Danube. Ils vont s'avancer vers la plaine hongroise, ils vont s'avancer vers Vienne régulièrement. Ils vont détruire le royaume de Hongrie, la bataille de Mohacs en 1526, qui voit le roi de Hongrie, Louis II, mourir au combat, voit aussi la disparition de la Hongrie. Il n'en reste qu'une toute petite partie qui reste ensuite sous le contrôle des Habsbourg, et même ils doivent encore payer tribut aux Ottomans pour cela. Donc les choses se passent très mal pour l'Europe face à un empire qui, à l'époque, il faut le rappeler, s'étend sur 3 continents, sur l'Europe, sur l'Asie, le Proche-Orient, sur l'Afrique, qui a poussé même encore plus loin en Orient ses conquêtes. L'Europe va être un temps préservée parce que le sultan est occupé à conquérir Bagdad, l'ancienne capitale des Abbassides, ce qui va encore accroître son prestige et sa puissance. Mais la plaine hongroise représente un enjeu géostratégique majeur. Si les Turcs la contrôlent, ils ont une base de départ en direction de Vienne et le cœur de l'Europe centrale, le cœur de l'Empire Habsbourg. Si ce sont les Autrichiens qui réussissent à en reprendre le contrôle, ils ont une base de départ vers le sud, vers le couloir Morava-Vardar, qui est la voie d'accès naturelle en direction des Balkans. Donc, eh bien, évidemment, la lutte se prolonge pendant toutes ces années-là. Elle s'apaise quelque peu dans la dernière partie du XVIe siècle, même si le centre de gravité de cette lutte entre la chrétienté et l'Empire ottoman se déplace vers la Méditerranée. C'est l'époque où Malte résiste aux Turcs en 1565, où Chypre va tomber entre leurs mains en 1570 et où en 1571 il y a le coup d'arrêt donné à Lépante par la victoire des flottes espagnoles, vénitiennes et italiennes commandées par Don Juan d'Autriche. La guerre reprend en Hongrie en 1592, elle se prolonge à coups d'expéditions de pillage dans un sens et dans l'autre jusqu'en 1615, et là, la paix intervient dans la mesure aussi où l'Empire ottoman connaît une période difficile, une période marquée par des luttes de succession au sommet, des coups d'État, des révoltes menées par les prétoriens que sont devenus les janissaires, des règlements de compte au sein de la famille régnante. Cela va laisser un certain répit à l'Europe. Mais cela ne va durer qu'un temps, car à partir du milieu du XVIIe siècle, eh bien, toute une lignée de grands vizirs ottomans qui appartiennent à la famille des Koprolou vont reprendre en main les affaires de l'État, réussir à s'emparer de la Crète après une lutte, une guerre qui va durer près de 24 ans et menacer de nouveau directement l'Europe. Donc il est vraiment temps là de réagir, voilà. Et la menace est réelle. Voilà, nous en arrivons à cette année 1664 qui voit la reprise de la lutte. Les Ottomans s'avancent donc en Hongrie, en direction de Vienne. Le 2 juillet, ils subissent une première défaite à Saint-Bénédicte de Levens et ils vont affronter le 1er août les gros de l'armée impériale commandée par Montecuccoli, l'un des meilleurs généraux de l'époque. Un Italien. Donc. Et c'est d'origine italienne. C'est vraiment un bataillon européen. C'est tout à fait. Et c'est là, sur les rives de cette petite rivière affluent du Danube, le Rab, que va se livrer la bataille de Saint-Gothard. Et comme vous le dites très bien, c'est effectivement une bataille avec une véritable dimension européenne, puisque vous avez, outre des troupes impériales, le duc Charles de Lorraine qui combat dans les rangs des impériaux, le comte de Waldeck, et même un corps expéditionnaire français de 6000 hommes qui est aux ordres du marquis de la Feuillade. Et on a pu dire ainsi que cette victoire du Rab a été une victoire européenne. C'est intéressant de le signaler parce que la France en général, durant toute cette période, durant toute la période moderne, a cultivé plutôt l'alliance ottomane, l'alliance turque, qu'elle percevait comme une alliance de revers nécessaire face à la puissance des Habsbourg d'Autriche. Or là, en 1666, le jeune Louis XIV a donné son accord à l'envoi de ce corps expéditionnaire français. Ça s'inscrit dans une certaine continuité avec ce qu'était la politique ou
la sensibilité de Mazarin, qui était très anti-ottoman. Mazarin est disparu à cette époque-là, mais il a quand même fortement influencé évidemment le jeune roi. Et en 1664, donc 3 ans après sa disparition, ça explique un peu que les Français se retrouvent donc engagés dans ce combat. Il faut dire aussi qu'une fois obtenue la paix de Westphalie en 1648, la France avait de nouveau une politique allemande avec la Ligue du Rhin, etc. Elle souhaitait développer son influence dans les pays germaniques, notamment en Allemagne du Sud, et cette présence dans la campagne lancée contre les Turcs était évidemment un élément de prestige important pour la politique française. Alors lors de cette bataille d'août 1664, les Turcs sont battus très sévèrement. Ils vont perdre à peu près 20 000 hommes sur une armée. Il y avait quand même une disproportion des forces. Ils étaient bien plus nombreux. Oui, tout à fait. Ils étaient beaucoup plus nombreux, mais le savoir-faire des chefs de l'armée impériale, Montecuccoli, Charles de Lorraine notamment, a fait que, en termes de manœuvre, ce sont les impériaux qui se sont révélés supérieurs. Alors une victoire indiscutable, d'autant qu'une bonne partie des pertes turques concernent le meilleur de leurs troupes, l'élite de leurs troupes. Les janissaires, là encore, ont payé un tribut très lourd. Mais malheureusement, c'est une victoire un petit peu sans lendemain parce que les vainqueurs ne sont pas en mesure d'engager une véritable poursuite derrière les Turcs. Et on va arriver en fait à le traité de Vasvar, qui va être un traité débouchant sur une paix de compromis, en gros correspond au statu quo ante. Les intentions turques contre Vienne ont été tenues en échec, c'est un fait, mais la menace demeure. Et on va s'en rendre compte moins de 20 ans plus tard, puisqu'en 1683, de nouveau, les Turcs marchent sous les ordres en général Kara Mustafa, qui appartient à cette fameuse famille des Coprolus, ces réformateurs qui ont redonné sa puissance à l'Empire ottoman. Ils marchent de nouveau vers Vienne. Et Vienne, on le sait, en 1683, va subir un siège de 2 mois extrêmement difficile. C'est le comte Ernst de Starhemberg qui va assurer la défense, et il faut l'intervention des troupes du duc Charles de Lorraine encore, mais surtout du roi de Pologne, Jean Sobieski, pour réussir à l'emporter lors de la bataille du Kahlenberg, qui voit cette fois une défaite sans appel des troupes ottomanes contraintes de se replier vers l'Est. Rien n'est pourtant réglé. La lutte continue, marquée par des victoires maintenant des impériaux, la reprise de Buda, par exemple, également une victoire sans appel à Mohacs, 161 ans après la défaite hongroise qui avait vu la disparition du royaume. Eh bien, c'est le jour de la grande revanche, en 1687. Ça permet de libérer la Transylvanie. On réussit même à s'emparer de Belgrade, seulement pour 2 ans. Et finalement, en 1697, la victoire de Zenta est un échec complet pour les Ottomans. C'est le jour de deuil de l'armée ottomane, et notamment le jour de deuil du corps d'élite des janissaires. Les troupes du prince Eugène vont écraser donc les Ottomans sur les rives de la Theiss, de la Tissa, lors de cette bataille de Zenta. Finalement, les Turcs doivent traiter. C'est le traité de Karlowitz qui correspond à la libération de la Hongrie et de la Transylvanie. La Pologne y gagne la Podolie également. Les Vénitiens y gagnent la Morée et la côte dalmate. Un reflux donc majeur pour les Ottomans. La guerre reprend en 1714. Là encore, ce sont les victoires du prince Eugène à Peterwarden, à Belgrade, qui font la différence. Et un nouveau traité à Passarowitz confirme la victoire des impériaux.
Kosovo, qui récupère la petite Valachie, le Banat de Temesvar, le nord de la Serbie, où les impériaux vont installer ce qu'on appelle les confins militaires, avec des Serbes qui ont quitté l'Empire ottoman pour venir donc contribuer à la défense de l'Empire Habsbourg. En fait, cette séquence se terminera en 1739. Du fait des guerres européennes, les Autrichiens devront de nouveau concéder du terrain, redonner Belgrade, en particulier aux Turcs, ce qui aboutit à la définition d'une longue guerre turque pour les historiens autrichiens qui va de 1664, donc depuis la bataille de Saint-Gothard, jusqu'à 1739, la paix temporaire qui est rétablie à ce moment-là. Inutile de dire que cette commémoration que j'ai évoquée de cette bataille de 1664 n'a évidemment fait l'objet d'aucune commémoration officielle en Europe. Ça, c'est très étonnant. Ce qui ne surprendra certainement pas nos auditeurs. Donc, heureusement qu'il y a TV Liberté pour en parler. Et heureusement qu'il y a vous, cher Philippe. Alors, vous retrouverez tout cela dans le numéro septembre-octobre de la nouvelle revue d'histoire. Nous avons un entretien avec le professeur Ferenc Tóth, qui est le grand spécialiste hongrois de la période et des guerres entre Habsbourg et Ottoman, donc dans le dernier numéro de la nouvelle revue d'histoire. Passionnant. Merci Philippe. Je vais vous raconter la vie d'un homme exceptionnel. Vous savez que c'est une de mes séries dans la petite histoire, dans la grande histoire. Il s'agit d'un officier de la Légion étrangère, Henri Lobel. Henri Lobel a vécu la guerre d'Algérie à la Légion étrangère, puis dans un commando de chasse des chasseurs alpins. Et sa vie et son témoignage sont exceptionnels à plus d'un titre. Alors Henri Lobel, il est né en 1931 à Dieppe, dans une famille unie. Il a un grand frère et dès son plus jeune âge, il est passionné par l'armée, par la grandeur de la France. Et évidemment, né en 1931, il est enfant pendant la guerre. Il vit en particulier le débarquement de Dieppe, ce débarquement raté en 1942, en août 1942. Et comme c'est un gamin intrépide, il a un vélo, il bouge beaucoup, même dans des coins totalement interdits, et il va s'approcher de l'épave d'un avion canadien où les deux pilotes malheureusement ont été tués, et il va récupérer la mitrailleuse de l'avion. Il repart à vélo avec cette mitrailleuse qui est grande, hein, ça fait plus d'1 mètre, hein, et il est bien embêté. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Il va le cacher sous son lit, puis dans le bureau, puis dans la maison de ses parents. J'imagine que ses parents n'étaient pas ravis de ce cadeau. Et ce qui est très, très touchant, c'est qu'en 2012, à l'occasion de la célébration de ce triste anniversaire, de ce débarquement raté de 1942, il va donner cette mitrailleuse au musée de Dieppe. Donc c'est très bien. Il veut absolument devenir officier. Il a fait beaucoup de scoutisme d'ailleurs, ce qui lui a donné des valeurs qui sont proches de celles de l'armée. Mais étant donné que c'est la guerre, il rate, pour des raisons de date, l'entrée à Saint-Cyr. Donc il doit passer par l'école des sous-officiers de Strasbourg avant de rejoindre Coët-Quidan. Et il fera partie de la promotion Franchet d'Espéré, où il sort extrêmement bien placé. Alors, il veut évidemment rejoindre la Légion étrangère, et non seulement la Légion étrangère, le premier REP, le régiment absolument mythique. Ils ne seront que 2 sous-lieutenant à accéder au premier REP, le second étant le général Jacques Favreau, qu'on a eu le plaisir de recevoir ici. Et Henri Lobel va finir, après une année d'Humanité Légion à Sidi Bel Abbès, ce qui était la façon tout à fait normale d'intégrer le premier REP. Il fallait faire ses preuves. Enfin, il rejoint le premier REP. Et là, il peut s'épanouir pleinement. C'est un officier exceptionnel. Alors, j'ai quelques rapports de notes datant du premier REP sous les yeux.
un homme de tenue et de présentation parfaite, une stature élancée, son regard direct, reflet d'un moral solide et élevé, très sportif, très résistant, ne se dérobe jamais devant l'effort, obtient des résultats au-dessus de la moyenne. Très intelligent, méthodique, bon sens solide, enfin il y en a plusieurs pages, fera un excellent officier et susceptible d'assumer d'emblée un commandement isolé. Ça c'est le lieutenant-colonel Dufour qui écrivait ça en 1960. L'année d'avant, il avait véritable force de la nature. Lobel possède un excellent fond sous une apparence de vieux garçon maniaque, parce qu'il est un peu psychorigide, Henri Lobel. Chef de section qui donne beaucoup d'importance à ses hommes, s'intéresse de tout son cœur à ses hommes. Il est fait pour être un officier de grande classe. Alors c'est quelqu'un, comme on voit, de tout à fait exceptionnel. Et ce qui est très intéressant, c'est que bon, des beaux soldats, il y en avait plusieurs au REP, c'était même la règle. Mais lui a une vision tout de suite historique. Il a une vision de témoin. Par exemple, il va s'acheter un Minox, un tout petit appareil qu'il glisse dans un préservatif, parce qu'ils étaient tout le temps en train de traverser des oueds, des rivières, etc., dans une poche du treillis, et il va faire énormément de photos de moments historiques, et c'est, à mon sens, un des rares officiers à avoir fait cela. Il va connaître des engagements extrêmement durs. À ce propos, son ordonnance, son Spunz, comme on dit à la Légion, un très jeune Allemand, Peter Baird, d'une vingtaine d'années, va malheureusement être tué d'une décharge dans le dos par un félaga qui s'était caché dans un buisson. Et ça sera une vraie douleur pour Henri Lobel, qui n'oubliera jamais ce jeune homme qui était un très beau légionnaire de première classe et qui était un très beau combattant et qui va mourir comme ça bêtement, pour la France en tout cas, pour nous. Le putsch, Henri Lobel est évidemment à 100% derrière ses chefs, comme d'habitude, honneur et fidélité. Il va avoir des responsabilités sans doute un peu plus importantes que ses camarades. En particulier, il va devoir garder des généraux, des officiers supérieurs, le préfet. Il fait ça avec une rigueur absolue, mais donc il se fait remarquer. Ce qui fait qu'une fois au fort de Nogent, où il va d'ailleurs se passer des choses, il n'aura pas tout à fait le même traitement que ses camarades. Et quand ses camarades seront, on va dire, pardonné, amnistié d'une certaine façon et remis dans d'autres régiments, lui, il va rester 3 mois en état statuaire provisoire, selon les mots de l'administration. C'est-à-dire que le général se donnait 3 mois pour décider s'il était éjecté de l'armée ou s'il avait une deuxième chance. Et Henri Lobel va mettre ces 3 mois à profit parce que c'est un passionné de technique. Il avait bien sûr l'appareil photo, mais pas uniquement. Il enregistrait aussi beaucoup de sons. Et au fort de Nogent, il va enregistrer ce qui sera ce fameux mythique disque noir des lieutenants de la Légion, que vous pouvez retrouver d'ailleurs, le fameux coffret L'honneur d'un régiment. Ça, c'est la création de Henri Lobel. Et pendant les 3 mois où il sera entre deux mondes, entre le monde de l'armée et le monde ordinaire, il va s'occuper de ce disque. C'est lui qui va le faire presser et le vendre pour les œuvres des femmes de capitaines en particulier qui se retrouvaient sans solde et qui avaient besoin d'argent. Il va être finalement réintégré dans les chasseurs alpins, va de nouveau envoyé en Algérie, il va faire une guerre très, très dure, très forte. C'est un merveilleux soldat, c'est un soldat d'exception. Et puis, il avait donné sa parole à quelqu'un de l'OAS en disant « Si vous avez besoin de moi, je serai là, je répondrai présent ». Jusqu'au 19 mars 62, il joue le jeu, il est lieutenant dans les chasseurs alpins. Le 19 mars, il va se passer quelque chose qui ne va vraiment pas lui plaire, c'est qu'il y a un papier à la caserne disant « Retrouvez-vous tous à telle heure pour fêter ». Je dis bien pour fêter le 19 mars 62, c'est-à-dire l'armistice. Et là, ça passe pas. Du coup, il se démet de son commandement. Et quand l'OAS lui fera signe, eh bien, il va rejoindre l'OAS. Il rejoint donc la clandestinité.
Il va devoir quitter l'Algérie sur un dériveur. Parmi ses multiples talents, c'est un très bon marin. Donc ils vont partir sur un petit bateau à plusieurs. Ils vont de nuit, de Fort-de-l'Eau, mettre le cap sur l'Espagne. Ils vont affronter une tempête terrible. Et c'est pas rien hein, de traverser la Méditerranée sur un petit bateau pendant une tempête. Arrive en Espagne où il va continuer la lutte avec une moustache, avec un faux nom. Il est dans la clandestinité. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'en Espagne, il va tout de suite rencontrer une ravissante jeune hôtesse de l'air suédoise, Britta, et ça sera le coup de foudre. Et cette femme, je crois qu'il faut vraiment lui rendre hommage, parce qu'elle lui dit très vite qui il est, qu'il n'a plus de nom, qu'il est pourchassé par toutes les polices d'Europe, etc. Et elle lui envoie un télégramme en disant « Te suis partout, toujours ». Si ça, c'est pas de l'amour. Et effectivement, elle va même porter des messages. Qui se méfiait d'une jolie blonde hôtesse de l'air de la SAS? Personne. Tout va bien se terminer. Ils vont s'installer en Espagne. Il va récupérer son nom. Ils vont se marier. Ils vont avoir 5 enfants, dont d'ailleurs 2 sont officiers de Légion, eux aussi, et à un beau niveau. Et il va fonder une entreprise de travaux publics qui va appeler HLL, alors ça peut dire Henri Louis Lobel, mais c'est aussi hors la loi, parce que Henri Lobel a quand même la fierté d'être resté un hors la loi. Et je vais terminer cette trop courte évocation, parce que je pourrais vous en parler beaucoup plus longtemps, par une lettre extraordinaire qu'il écrit à la fin du putsch à ses parents. Et cette lettre, elle devrait, à mon sens, être dans les livres d'histoire, au moins au niveau universitaire, si les choses étaient différentes. Il écrit « Bien chers parents, Zeralda, le 26 avril 1961, tout est rentré dans l'ordre. Nous avons joué une partie dangereuse, de bout à bout, dans les plus pures traditions du régiment et de l'honneur. » Alors, il s'inquiète pour la France. Et il dit tous nos chefs supérieurs sont des incapables techniques et surtout moraux. Malheur à la France. Elle possède actuellement un chef d'État de la valeur la plus réelle, mais malheureusement c'est un salaud. Il met S3 points pour sa maman parce qu'il était bien élevé. Il mène le pays comme il l'entend, comme une masse aveugle et inconsciente. Malheur au communisme. Quant à cette Algérie et à ces Algériens pour qui nous avons tant donné, vous de France, vous ne saurez jamais les misères passées et à venir qu'ils auront supportées par votre inconscience. La France a volontairement perdu la partie, tout était réalisable. Et il ne se fait même pas de soucis pour son propre avenir. Il dit « Mon avenir, il repose avant tout sur des valeurs morales et je préfère tout à la honte de moi-même, de mon uniforme, de mes camarades et de mon pays. » La seule chose qui lui brise le cœur, c'est les harkis, bien sûr, qui sont obligés d'abandonner et quitter ses légionnaires, car c'était vraiment un légionnaire dans le meilleur sens du terme, et honneur et fidélité. Bravo Henri Lobel. Nous avons le plaisir d'accueillir pour cette 3e partie d'émission Jean-Pierre Thurberg et le dessinateur Philippe Delestre à propos de la publication d'un récit tout à fait original. C'est celui d'un petit Alsacien dans la Grande Guerre, récit donc d'un enfant de Mulhouse qui voit arriver les pantalons rouges, les Français en 1914, à l'été 14, qui voit revenir les Allemands ensuite et qui raconte comment il vit toute cette période, toute cette séquence. Alors ce petit Alsacien, il s'appelle Georges Hérold. Jean-Pierre Thurberg a retrouvé la trace de son récit et il a eu l'excellente idée de solliciter Philippe Delestre, qui est dessinateur, pour illustrer justement le propos de cet enfant confronté à la Grande Guerre. Alors Philippe Delestre vient avec nous, mais il est en train de dessiner et il nous rejoint dans quelques minutes, car évidemment un dessinateur, ça dessine.
Jean-Pierre Turbach, vous êtes éditeur spécialisé dans la Première Guerre mondiale. On a eu très souvent l'occasion d'évoquer vos productions de très grande qualité. En cette période de centenaire, pourquoi avoir privilégié particulièrement ce texte ? Première raison, j'essayais d'être un peu original. Ça fait 20 ans, comme vous l'avez gentiment rappelé, que nous publions des livres sur la Grande Guerre. Et au bout de 20 ans, on a l'impression d'avoir un peu fait le tour. Je dirais qu'on peut continuer ad infinitum à publier des journaux de poilus, on peut continuer à publier des ouvrages un petit peu analytiques, mais j'étais à la recherche de quelque chose d'original. Et donc la première raison, c'est ce ton tout à fait particulier que donne au récit l'âge du narrateur, puisque Georges Hérold, quand il voit, comme vous l'avez dit tout à l'heure, arriver les premiers pantalons rouges, en août 14, dans sa belle ville de Mulhouse, a 11 ans et quelques. Et donc, au sortir de la guerre, après avoir tenu son journal, pris des notes pendant toute la guerre, il a un âge où nos ados d'aujourd'hui sont encore en train de jouer à la console et n'ont pas du tout pris contact avec le réel. Lui, en ces 4 ans de guerre, a vécu une initiation à l'âge adulte qui est d'une violence absolument inouïe et qui est également quelque chose qu'on peut méditer aujourd'hui parce qu'il a des ressorts intimes qu'on aurait beaucoup de mal à trouver, je crois, dans notre jeunesse actuelle. Donc ça, la première raison, c'est une raison liée au fait qu'il regarde la guerre du haut de ses 12 ans ou de ses 11 ans, de ses 13 ans, 14 ans, nécessairement avec les yeux d'un enfant, même si très rapidement, comme je viens de le dire, ses yeux se décident, même si très rapidement il est mis en contact brutalement avec des réalités qui sont la mort, la destruction, la famine, on aura l'occasion d'en parler. La deuxième raison, c'est une raison tout à fait personnelle, je ne le cache pas, j'en suis même plutôt fier. Ma famille avait la double appartenance, puisque ma famille directe était à Belfort, à l'époque ville française, demeurée française après la guerre de 70, symbole même de la résistance à l'invasion prussienne. L'autre partie de la famille, qui était dans le Sungo, était à Mulhouse. Et donc, quand je lis les mémoires de ce petit Georges Hérold, je lis en même temps, en creux, les expériences des 2 branches de ma famille, avec des passages qui sont tout à fait intéressants, notamment quand les avions français viennent bombarder ou quand les avions allemands viennent bombarder. J'ai l'impression qu'une branche de ma famille combat contre l'autre, ce qui est un aspect schizophrénique particulier aux Mosellans et aux Alsaciens. Et donc je crois que le croisement de ces 2 regards fait de ce livre quelque chose de profondément original, quelque chose de profondément humain et quelque chose, je crois, qui peut nous apprendre beaucoup aujourd'hui. Alors ce recours à des témoignages de ce genre, on en a déjà eu quelques-uns, la vision qu'ont les enfants de la guerre, dans toute la démarche un petit peu anthropologique, sociologique, qui a été celle de pas mal d'historiens depuis un moment. Là, on a le cas d'un petit Alsacien, c'est un terme particulier. Ce qui complique encore l'équation. Voilà. Qui est écrit en alsacien. Qui est écrit en allemand, puisqu'il est allemand. Qui a écrit en allemand, puisqu'il est allemand, effectivement. Et nous avons dû traduire le manuscrit. Alors le manuscrit, comment l'avez-vous retrouvé? Eh bien, par la petite fille de Georges Hérold, qui s'appelle Anne Hérold, qui est régisseur dans les milieux du théâtre et qui avait pieusement collecté ses souvenirs que ce grand-père lui avait laissés et qui ne savait pas très bien quoi en faire, qui a vu un jour les publications des éditions italiques et qui s'est dit, tiens, eux qui font beaucoup de choses. Et il y a de ça longtemps, je m'empresse de le dire, nous n'avons pas attendu le centenaire, ça fait 20 ans que nous publions sur la Grande Guerre, elle a dû venir me trouver il y a 4 ou 5 ans déjà. Et donc ces 4 ou 5 ans, ce sont les années de maturation du projet, pendant lesquelles nous avons essayé de voir sous quel angle nous allions le présenter, par qui nous le ferions. Alors, par qui nous le ferions, non pas traduire, mais retraduire. Il y avait eu un premier jet de traduction fait par un contemporain de Georges Hérold, un de ses jeunes amis, mulhousien comme lui, qui avait eu la gentillesse de faire un premier jet de traduction, ce qui m'a permis de le lire assez facilement. Je lis l'allemand, mais je lis moins bien les écritures manuscrites, mi-gothiques, mi-romanes de l'époque. Et donc ça m'a permis de me faire une première idée du manuscrit et de décider très rapidement de le publier. Et alors ce jeune garçon, comment perçoit-il les débuts de la guerre, on rappelle un peu les événements. Au début de la guerre, les Français vont lancer une offensive en Alsace, un détachement d'armée d'Alsace initialement du général Bonneau, remplacé quelques jours plus tard par une véritable armée d'Alsace aux effectifs quintuplés sous les ordres du général Pau. Et nous allons remporter, les Français vont remporter quelques succès. On va s'emparer de localités comme Thann par exemple, on va pousser jusqu'à Mulhouse,
Le général Bonneau déchaîne l'enthousiasme après ce succès, évidemment, à l'arrière, mais prudent et bien conscient de la difficulté de sa situation. Il va se replier dans un premier temps, ce qui lui sera fortement reproché. D'ailleurs, il fera partie des premiers généraux limogés. Et le général Pau, qui va lui succéder avec des moyens bien plus considérables, va reprendre Mulhouse, où les Français vont se maintenir jusqu'à la fin du mois d'août, quand le repli général consécutif à la bataille des frontières fera qu'ils abandonneront le territoire alsacien, à l'exception de quelques communes où les hommes politiques, le président de la République Poincaré, passeront régulièrement tout au long de la guerre pour bien manifester haut et fort l'intérêt de la France pour notre chère Alsace. Un petit bourg que j'aimerais citer, parce que c'est pour moi riche du parfum de l'enfance, qui s'appelle Montrevieux, juste à côté de Montreux-Château. Montrevieux a eu l'insigne honneur d'être le premier village libéré ou en tout cas reconquis par l'armée française et de demeurer français jusqu'à la fin de la guerre, d'où les visites officielles de tous nos chefs d'État et de tous nos brillants étoilés. Alors, pour répondre à votre question, comment vit-il cet événement? D'abord, il le vit un peu à la manière de ce que raconte Michel Tournier dans Le Roi des Aulnes. L'arrivée de la déclaration de mobilisation coïncide avec les vacances. Donc pour lui, la guerre et les vacances sont assez liées. Mais il a beaucoup d'incompréhension en voyant ces placards gigantesques qu'on a collés sur les murs de sa ville, Mulhouse, avec Kriegsverstand, qui veut dire état de guerre. Il se fait expliquer par son père ce que ça veut dire. Et son père lui explique en clair, ça veut dire que c'est la guerre et que les hommes vont partir pour se battre. Et lui, tout de suite, bien sûr, papa, est-ce que toi, tu vas partir aussi? Et son père lui dit non, moi j'ai de la chance, j'ai été blessé pendant mon service militaire, sous l'uniforme allemand, bien sûr, et donc je suis sursitaire, ou en tout cas réformé, et donc je ne partirai pas. C'est une famille, je crois, de 5 enfants, donc il a charge d'âme. 4 au début de la guerre et 5 après, puisque très rapidement, en 14, un petit frère arrive, ce qui va créer, en plus de tous les besoins alimentaires, de vêtements, etc., qu'on imagine, le besoin en lait, qui va être une préoccupation constante. Et ce petit Georges, très rapidement, va se retrouver, comme vous le dites justement, soutien de famille. Son père est facteur, donc il est une espèce de fonctionnaire allemand, investi d'une dignité officielle. Du reste, quand les Allemands ou quand les Français se pointent après l'une ou l'autre des offensives ou contre-offensives, c'est à son carreau qu'on tape parce qu'il est en uniforme, et donc on lui demande où se trouve tel village, où sont les troupes, etc. Donc une position pas toujours très enviable. Et Georges, quand son père va finalement être mobilisé tout de même, parce que l'Allemagne racle les fonds de tiroir, si j'ose dire, et prend même les blessés, même les invalides, son père va partir et Georges va se retrouver à nourrir sa mère et ses frères et sœurs. Et il va avoir une guerre qui aujourd'hui paraîtrait complètement incompréhensible à nos jeunes. Je veux dire par là, imaginez ce garçon de 12 ans qui va se retrouver successivement dans les pionniers, c'est-à-dire en fait sous uniforme d'une espèce de force paramilitaire allemande. Il va aller couper des morceaux de bois pour étayer les tranchées. Il va se retrouver à creuser des tranchées pour les abris d'artillerie. On va lui faire couler du béton. Il va pousser des wagonnets de chemin de fer à voie étroite pour approvisionner les bases d'artillerie. Enfin, il va faire une vraie guerre alors que c'est un gamin. Et très rapidement, et ça Philippe Delestre le montrera peut-être tout à l'heure, il va prendre une maturité accélérée et incroyable. Il va se retrouver très rapidement un petit homme. Même si, et il le dit lui-même avec beaucoup de candeur, sous les jurons et sous le parler fort et sous les moulinets qu'il fait comme ses camarades, il reste en fait quelque part aussi un enfant. C'est-à-dire qu'à Noël, on le voit qui essaie de reconstituer les Noëls d'avant-guerre, de trouver quelques branches de sapin pour figurer un sapin de Noël. Il coule des petits soldats de plomb qu'il s'offre à lui-même pour rappeler les Noëls d'avant-guerre. Donc c'est à la fois un Français et un Allemand, on y reviendra sans doute, un enfant et un adulte, et c'est un observateur extraordinairement sensible. Et on a un autre avantage, c'est que ce livre n'a pas été publié tel qu'il a été écrit pendant la guerre. En fait, il a repris ses notes après-guerre, en 1930, je crois 1932 très précisément, il les a remises en ordre, il les a recomposées. Et donc on a le meilleur des deux mondes. On a à la fois la réalité telle qu'il l'a notée au jour le jour, ou telle qu'il a pu la reconstituer à partir de ses collections. Il collectionne les éclats d'obus, les balles, les militaria. Oui, ça c'est très amusant parce étonnant, que les premières pages, c'est vraiment le gamin qui est tout content parce qu'il y a des éclats d'obus, il y a des balles et il fait une moisson extraordinaire. Même dans les endroits où ça canarde. Enfin, il va sur Dornac et dans les faubourgs de Mulhouse où on vient à peine
de prendre ou de perdre la position et où le feu vient à peine de s'éteindre, et il est à quatre pattes en train de ramasser des éclats d'obus, des fusées. Il tient beaucoup à sa collection. Et il est effectivement fasciné par cette collection, comme tous les gamins de son âge, puisqu'il prend très rapidement, au tout début de 14, la tête d'une troupe qui joue à la guerre dans les faubourgs de Mulhouse. Ils s'habillent les uns en allemand, les autres en français, avec des bouts d'uniforme qu'ils ont piqués ou qu'ils ont imités. Ils ont un poêle dont ils prennent le tuyau auquel ils mettent 2 roues pour figurer un canon. Ils ont une petite carriole à laquelle ils attachent un chien. Donc tout ça est vraiment à la fois, comme je le disais tout à l'heure, tragique parce qu'il est confronté à une famine, il n'y a pas d'autre terme, mais on le voit aller mendier dans les casernes allemandes. Les soldats allemands étaient un peu mieux nourris que les civils parce qu'ils avaient un rôle de défense. Donc on le voit aller avec une boîte de conserve aux petites heures du matin pour implorer les soldats allemands de lui jeter des morceaux d'os à ronger parce qu'il n'a rien à manger. On le voit en même temps rester le gamin qu'il est. Donc c'est vraiment à la fois touchant, émouvant et terriblement tragique. Et Philippe de Lestre était peut-être le mieux placé pour illustrer cette histoire d'un enfant plongé dans le monde des adultes. Alors, on va peut-être demander à Philippe de Lestre de nous rejoindre. Je le remercie d'avoir accepté d'illustrer cette saga à laquelle il apporte son regard d'enfant et sa naïveté intelligente. Ce qui est Bienvenue, Philippe. Voilà, bonjour. C'est un plaisir de vous avoir et de vous voir créer en direct. Donc, c'est une première, en tout cas, pour passer présent. Philippe de Lestre, vous êtes journaliste, dessinateur et illustrateur de livres. On peut retrouver vos dessins dans toute une série de journaux. Alors, de Lestre, vous avez, je crois, Jean-Pierre Thurberg, la liste non exhaustive. Non exhaustive parce que Philippe n'est pas un intermittent du dessin, il produit à jet continu. Il illustre notamment la première page de l'Est républicain, mais il intervient aussi dans les dernières nouvelles d'Alsace, Le Pays, Le Bien Public, enfin toute cette presse de l'Est patriote qui m'est chère, et également pour des tas de magazines que je ne citerai pas, je ne citerai que 2 qui me sont particulièrement sympathiques. Le Herald Tribune, parce que c'est quand même très prestigieux, oui. Mais surtout Cheval Magazine, parce que Philippe est un amoureux des chevaux, et ça se voit dans ses dessins. Et on peut aussi trouver vos dessins, Philippe de Lestre, dans la presse de l'Ouest. Vous êtes aussi publié... Oui, j'ai travaillé longtemps pour le Courrier de l'Ouest, Presse Océan, Maine Libre, et puis je voyage à travers les titres dans toute la France et un petit peu à l'étranger aussi. Et Philippe nous a donné un très beau livre sur les guerres de 14 déjà, ce qui fait que j'ai pensé à lui, qui s'appelle La guerre est finie, qui est une espèce d'ode à la fraternité au-delà des uniformes différents, qui est de nature à nous inspirer aujourd'hui, où l'unité européenne est quelque chose d'important. Et comme Philippe, je peux le révéler ici, est lorrain, quand on lui parle, mosellan de sa famille, quand on lui parle de cette dichotomie ou de cette schizophrénie de ceux qui ont été alternativement français, allemands, français, ou les uns ou les autres dans la même famille, il sait de quoi on parle, Philippe, je crois que... Oui, bien sûr, puisque je suis né en Lorraine, mais ma grand-mère avait 7 cousins germains, 4 sous l'uniforme allemand et 3 sous l'uniforme français. Et malheureusement, les 7 ont été tués pendant la guerre. Les 7 ont été tués. Voilà, et je me souviens de ma grand-mère qui nous montrait des albums photos où les uns étaient dans un uniforme, les autres dans l'autre. C'est ce qui est arrivé à des milliers de familles lorraines, entre autres. Et donc, je suis né dans ce milieu avec un grand-père qui dessinait beaucoup entre 2 patients, un autre grand-père qui lui était juriste, mais tous 2 ont fait Verdun, et en Lorraine je suis né avec l'influence des dessins de Hansi que me montraient mes 2 grands-pères, et puis une sympathie profonde pour des familles allemandes chez qui je suis allé souvent, et je n'oublierai jamais le souvenir d'un grand-père d'une famille allemande qui avait une très belle moustache, qui avait fait Verdun aussi, et qui m'avait fait appeler sur son lit de mort pour me dire qu'il ne fallait plus que la France et l'Allemagne se battent. Et il est mort quelques heures plus tard, le même jour où Neil Armstrong a mis le pied sur la Lune. Le 21 juillet 1969. Oui. Et j'ai toujours gardé en moi cette amitié franco-allemande, ce premier homme sur la Lune, tout ça le même jour. Oui. Et quel symbole, voilà. Quel symbole. Georges Hérode, le petit Alsacien du livre, si joliment illustré par Philippe, termine par ces 2 lignes qui vont tout à fait dans ce sens-là. Chérissez et honorez la paix, plus jamais la guerre. Oui. Et malheureusement, quelques années plus tard,
La guerre frappait à nouveau à la porte et les Alsaciens en reprenaient pour 5 ans, pour parler de façon triviale. Alors Philippe de Lest, vous avez un tout petit peu évoqué votre grand-père qui était médecin, donc médecin de campagne, oui. Et qui dessinait. Et déjà. entre deux patients, il dessinait. Oui. Et quand il a été en retraite, il a dessiné 7 heures par jour. Donc vous voyez, il y a une traçabilité notoire. Et du côté maternel, j'ai une grand-mère qui peignait beaucoup aussi. Donc voilà un petit peu les raisons, les causes et les effets de... Alors est-ce que vous étiez bon en dessin au lycée? Je dessinais tout le temps. Je dessinais tout le temps et je copiais. Je copiais à l'école, c'est pas beau, mais je copiais quoi? Je copiais les autres dessinateurs. C'est-à-dire que tous les enfants dessinent. Tous les enfants dessinent. Généralement, ils s'arrêtent vers 8 ans, sauf les irrécupérables comme moi qui continuent. Et j'ai recopié Bellus, j'ai recopié Franquin, j'ai beaucoup recopié Hansi, que j'admirais particulièrement, puisque un de mes grands-pères, chaque fois que je venais chez lui, me disait « Regarde Hansi, regarde comme c'est beau, etc. » Et ça m'a certainement marqué. Et puis j'ai été marqué par cette guerre où ce grand-père m'emmenait au Bois-le-Prêtre, qui est le cimetière militaire de Pont-à-Mousson, où il me disait, tu vois, tout ça, ce sont mes camarades. Et j'avais 8 ans, je me dis, c'est un cimetière de vieillards, puisque ce sont des camarades de mon grand-père qui avaient une barbe et un chapeau. Et quasiment 50 ans plus tard, je suis repassé par hasard devant ce cimetière, je me suis arrêté à nouveau, mon grand-père n'était plus là, bien sûr, malheureusement, et c'est là que j'ai découvert que ce cimetière de vieillards était un cimetière, et avait toujours été un cimetière de jeunes gens. De très jeunes gens, oui, bien Et donc sûr. voilà, je suis né, je dirais, dans cette ambiance, avec le dessin comme passion complète, et je n'ai pas eu à me forcer pour me lancer dans le dessin. J'ai fait un doc de droit, puis une école de journalisme, et puis le dessin l'a emporté sur tout le reste. Pour notre plus grand pour bonheur. le plus grand bonheur. C'est incurable. Un petit mot sur Hansi, dont Philippe Delestre est pour moi l'héritier incontestable, en même temps qu'il y a un peu de Jacques Faisan dans son trait. Pour les jeunes Français de l'intérieur, comme on dit chez nous en Alsace, il faudrait peut-être rappeler que Hansi a été la figure de proue j'allais dire, de l'aile francophile de l'Alsace, qu'il a même été très inquiété pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a même été emprisonné et traité de façon assez dure par les Allemands. En revanche, le petit Georges, lui, n'est pas si francophile que ça au début, et c'est intéressant. C'est aussi pour ça que ce témoignage m'a fasciné. Philippe le disait tout à l'heure, quand il voit arriver les pantalons rouges, ben pour lui c'est l'ennemi. Il a toujours parlé allemand. À l'école, le maître est un Allemand. On leur fait suivre les progrès du front côté allemand en plantant des petits drapeaux chaque fois que l'armée allemande progresse. Un de ses camarades qui se déclare français de cœur attrape une fessée cul nu, comme on disait dans ma jeunesse, mémorable sur le front des troupes ou tout au moins sur le front de la classe. Et Georges, lui, il n'est pas du tout francophile au début. Il le devient petit à petit, pas par opportunisme, parce qu'à son âge ça n'a pas de sens, il le devient parce qu'il observe le raidissement des Allemands. Et ça, je crois que le déclic se fait dans sa tête quand il voit que les Allemands deviennent de plus en plus tatillons, de plus en plus arrogants, de plus en plus autoritaires. Et les pauvres Alsaciens, c'est là qu'il est représentatif de cette espèce de schizophrénie permanente, sont à la fois suspects aux yeux des Allemands, qui ne les prennent pas pour de vrais Allemands, et suspects aux yeux des Français. J'ai eu le plaisir d'aller faire des recherches aux archives de Mulhouse, et une des choses qui sont frappantes là-bas, c'est qu'on a toute la trace de toutes les affiches de guerre qui ont été placardées sur les murs de Mulhouse, soigneusement conservées. Et on a 2 affiches qui se répondent mot pour mot. L'une d'un général allemand disant « Tout Alsacien pris essayant de cacher un soldat français sera traité comme traître et fusillé », et exactement l'inverse. Tout Alsacien pris en train d'héberger un retardataire ou un déserteur allemand sera passé par les armes. Les pauvres Alsaciens pris au milieu de ça, leur loyauté n'était pas acquise ni à un côté ni à l'autre. Alors c'est vrai qu'à la fin du livre, Georges voit arriver les Français et qu'il titre, ou plutôt il intertitre, « Nos libérateurs ». Mais pour lui, les libérateurs, ce n'est pas des grands mots ronflants, ce n'est pas la République, ce n'est pas la liberté, ce n'est pas tout ça. Les libérateurs, c'est ceux qui apportent du pain. Le leitmotiv, pour parler allemand, de tout ce livre, c'est la bouffe. La faim. Passez-moi la trivialité. Oui. Ils sont au bord vraiment de la mort par manque de nourriture. Et quand les Français l'emportent, que l'armée allemande se débande sous l'effet de la défaite militaire et puis aussi des ravages causés par la propagande antimilitariste dans les rangs de l'armée allemande, ils voient arriver
des commerçants belfortins, Belfort qui était donc toujours français, qui est resté pendant toute la guerre, qui en camion apportent des légumes et apportent du pain. Et pour lui, un peu comme les populations françaises qui en 1944 voyaient arriver les Américains libérateurs parce qu'ils apportaient du tabac, des banilons et du chewing-gum, pour lui, les Français, et du lait concentré, pour lui, l'arrivée des Français rime absolument avec l'arrivée du lait pour son petit frère, du pain pour lui, et de la fin des restrictions. On n'imagine pas, on y pense pour la Deuxième Guerre, moi le premier, on n'imagine pas ce qu'ont pu être les restrictions de nourriture dans cette pauvre Alsace, où tous les jours, le rationnement était limité, et où ce qui, la veille, donnait droit à 100 grammes de pain par famille, donnait droit à 25 grammes de pain par famille. Et ça, je voudrais rendre hommage à Philippe, il a remarquablement saisi cette dualité du personnage et ce côté dont je parlais tout à l'heure, à la fois naïf d'un enfant et adulte d'un garçon qui a vu des morts épouvantables. Il y a un dessin dont j'aimerais que Philippe nous parle, qui résume ce choc qui fait de lui tout à coup un adulte, là où il était une minute avant un enfant. Ce sont ces troupes françaises qu'il trouve... Je te laisse continuer, Philippe. Qui sont fauchés dans les blés mûrs, et c'est ce qui s'est passé, entre autres aussi à Morhange. C'est tout au début de la guerre où, dans les blés presque mûrs, même mûrs, quasiment, les troupes françaises sont en pantalon garance, en vareuse bleue, avec des képis parfois rouges aussi. Et ce sont des cibles choisies pour les mitrailleuses allemandes qui, elles, sont déjà en place. Et on a vu ce qu'on appelait aussi les coquelicots tristes des champs. C'est tous ces Français qui ont été fauchés dès les débuts de la guerre. Et on a même vu aussi une des scènes que m'a raconté un de mes grands-pères, qui s'est produite de nombreuses fois, où des Français et des Allemands s'attaquaient au corps à corps et s'embrochaient mutuellement et tombaient à genoux, morts, et restaient debout face à face l'un à l'autre. Il y a eu des centaines et des centaines de cas comme ça qui, je dirais, sont des situations aussi tristes qui forcent le respect. Bien sûr. Il y a un autre aspect qui est, je crois, un apport formidable de Philippe Delestre au livre, c'est qu'il a perçu l'humour de Georges. Parce que malgré l'horreur n'est jamais loin du rire, ça permet d'ailleurs de surmonter, l'un permet de surmonter l'autre. C'est un gamin quand même. Et Philippe a su capter cet humour alsacien assez typique, où finalement, on dit souvent les Alsaciens, c'est les méridionaux de l'Est de la France. Et on est toujours en train de voir le côté drôle des choses. Et il y a des descriptions absolument phénoménales, notamment au moment où les Français arrivent et commencent à distribuer du pain. Il y a une grosse Alsacienne que Philippe a croquée de façon merveilleuse, qui houspille tout le monde en disant « Mais vous n'avez pas honte de prendre ce pain qu'on devrait garder pour nos soldats ?» Parenthèse, on ne sait pas si nos soldats, c'est les Français ou les Allemands à ce moment-là. Je pense que c'était plutôt les Allemands pour elle. Mais les Français étant dans la ville, je pense qu'elle a viré de bord avec le vent. Mais ce qui est très drôle, c'est qu'après avoir fait la morale à tout le monde, aux grandes dames de la population, elle se recule et à ce moment-là tombe de son corsage 2 énormes pains qu'elle avait cachés pour les emporter à sa famille. Donc l'humour est toujours sous-jacent et je crois qu'il fait ressortir encore plus le côté terrible et terrifiant de cette histoire qui est vraiment, je crois, à l'image de l'Alsace, c'est-à-dire de ce pays qui n'a jamais su très bien qui il était ni de quel côté il allait tomber. La fameuse phrase français ne puit, allemand ne veut, alsacien suit. Ou de Hans Schogler, ce petit personnage mythique qui ne sait jamais, quand tout ce qu'il a, il ne le veut pas, tout ce qu'il veut, il ne l'a pas. En clair, les Alsaciens, quand ils sont français, ils regrettent l'Allemagne. C'est une chanson, ça. C'est une autodérision extraordinaire de ces Alsaciens qui s'observent eux-mêmes avec... Philippe Delestre, quelle a été votre première réaction quand vous avez reçu le manuscrit ? D'abord, j'étais très content de savoir que c'était un manuscrit sur l'Alsace, parce que je suis très proche de l'Alsace, de cœur et géographiquement, et que je me sens très très à l'aise quand je dessine des décors et des costumes alsaciens. Donc d'emblée, j'étais déjà parti avant d'avoir pris la décision de le faire. Et puis deuxièmement, je suis passionné par l'histoire en général et la guerre de 14 en particulier. Donc je me suis retrouvé quasiment dans des décors et dans des
costumes, non pas de Roger Hart, etc., mais dans un élément historique qui me passionne. Partant de là, eh ben, vous savez, un dessin en appelle un autre, c'est comme le fil d'Ariane, et puis on fait un dessin, 2 dessins, 3 dessins, et puis on se surprend en train d'en faire un 4e, un 5e, un 6e. Et on est à plus de 70, je crois, de mémoire. Voilà, il y en a à peu près 70, et je me suis arrêté parce que l'imprimeur avait besoin que je m'arrête, sans ça j'y serais encore. Mais on fera une suite à La guerre est finie. On est en train d'y travailler. Philippe, comme il le dit joliment, ne peut pas s'arrêter de dessiner la Grande Guerre, et comme moi j'ai du mal à m'arrêter d'éditer la Grande Guerre, ben on est fait pour s'entendre. Vous êtes fait pour vous entendre, voilà, oui. Tout va bien. Et je me souviens dans La guerre est finie de merveilleux dessins vraiment très forts, parce que chaque fois il y a une grande bienveillance en même temps. Et ce sont des livres qu'on peut mettre dans toutes les mains, même si la scène est affreuse, un tas de cadavres ou même des blessés de la face, des choses comme ça, vous arrivez toujours à donner une certaine douceur, un certain humour, oui, qui fait que même un enfant de 10 ans ne sera pas choqué par vos dessins. C'est ce qui explique que ce livre, La guerre est finie, qui a été réimprimé 3 fois, et a eu un succès dans les écoles que nous n'avions pas pu venir, et c'est tant mieux. Et la chose aussi étonnante, c'est qu'un éditeur allemand de Mayence nous a demandé, Jean-Pierre et moi, de reprendre ce livre en allemand. Il l'a fait traduire. Il s'intitule Der Krieg ist vorbei, et il se vend très bien en Allemagne, et il se vend très bien en France. Même en France. Donc, les Allemands de passage ou les dialectophones. Philippe Claudel qui avait fait un texte, et on a eu la traduction. Je suis allé moi-même à Mayence pour présenter le livre, et dans le Palatinat, et j'ai rencontré des Allemands qui étaient francophiles et qui étaient très très ouverts à cette nouvelle présentation de la guerre de 14 qu'ils n'ont pas... Parce que le fond du livre, si vous voulez, a une vocation sous-jacente de réconciliation. Et je pense qu'aujourd'hui, en 2014, il y a centenaire, et il y a Europe, il y a construction de l'Europe, plus ou moins rapide, mais il y a. Et il y a, je dirais, une nouvelle donne qui séduit les lecteurs. Bien sûr. Et ça, c'est un beau combat, et c'est l'Europe qu'on aime. C'est l'Europe des patries. C'est l'Europe des patries. Et Georges illustre bien, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que Georges, comme Philippe, quand il s'est lancé, ne s'est pas arrêté en bon chemin. Et comme il a survécu à la Grande Guerre et qu'il a vu arriver la Deuxième Guerre mondiale, il a continué à écrire pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a fait d'ailleurs une carrière passionnante. Il a écrit des pièces de théâtre en dialecte, des chansons en dialecte, des textes en dialecte qui ont été représentés. Il était à la tête d'une troupe de théâtre amateur à succès à Mulhouse. Et quand les Allemands sont revenus, eh bien, il a repris son activité d'écrivain et il a refait un journal de guerre de la Deuxième Guerre, qui cette fois est un journal d'adultes et qui cette fois est carrément francophile. Là, il n'y a pas à s'y tromper. Il a enfin trouvé de quel côté il avait envie de tomber. Et ce côté-là, c'est le côté de sa vraie patrie. Il le dit d'ailleurs, mon Mulhouse, c'est ma patrie. Je crois que ce texte que nous publions l'année prochaine met un point d'orgue absolument formidable à ces romans un petit peu d'initiation qu'est le petit Alsacien dans la Grande Guerre. On voit évoluer ce garçon jusqu'à l'âge adulte et de façon tout à fait extraordinaire et émouvante. Eh bien, moi, je vais engager nos amis de TV Liberté à se procurer ce beau livre qu'on peut d'ores et déjà trouver en librairie. Donc, un petit Alsacien dans la Grande Guerre avec les merveilleux dessins de Philippe Delestre. Merci Philippe Delestre. Merci d'être venu si loin, car vous venez de Nancy pour cette émission, ce que nous apprécions beaucoup. Merci messieurs, merci Philippe, et puis à la prochaine fois. Donc, restez-nous fidèles.